Au cœur de Paris, une scène de cruauté ordinaire allait se transformer en justice extraordinaire. La caissière blonde du supermarché du Bois riait cruellement en humiliant un clochard qui voulait acheter du pain. « Tu n'as pas l'air de pouvoir payer même les miettes !» cria-t-elle, attirant les regards de tous les clients. Mais cet homme dépenaillé cachait un secret dévastateur. C'était Pierre Dubois, le propriétaire milliardaire de la chaîne, déguisé pour tester son personnel. Quand la fille appela la sécurité pour le jeter dehors, Pierre remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. À son cou, elle portait un pendentif en or représentant un coq gaulois, identique à celui de son frère Antoine, mort 25 ans plus tôt, après avoir été expulsé d'un supermarché. Ce que Pierre découvrirait dans les heures suivantes révélerait un réseau de meurtres, de trahison familiale et de corruption qui plongeait ses racines précisément dans cette nuit tragique d'il y a un quart de siècle. Et la vérité était plus terrible que n'importe quel cauchemar. L'aube grise de novembre 2024 trouva Pierre Dubois devant le miroir de son appartement du 16e arrondissement, se préparant pour la transformation qu'il connaissait par cœur. À 52 ans, propriétaire de 47 supermarchés et d'une fortune de plus de 500 millions d'euros, il s'apprêtait à devenir invisible. La métamorphose exigeait une précision chirurgicale. D'abord, il salissait ses cheveux avec un mélange de cendre et d'huile qu'il avait perfectionné au fil des ans. Puis il frottait de la terre sous ses ongles et dans les plis de sa peau. Enfin, il enfilait les vêtements qu'il gardait dans une armoire séparée. Une veste militaire élimée, un pantalon rapiécé, des chaussures trouées achetées aux puces de Saint-Ouen. Chaque détail était étudié pour faire de lui l'un de ces fantômes urbains que la société préfère ne pas voir. Le rituel mensuel naissait d'une tragédie qui le tourmentait depuis 25 ans. Son frère Antoine, brillant architecte chez Bouygues, avait tout perdu dans la crise immobilière de 99. Trop fier pour demander de l'aide à la famille, il avait glissé dans l'abîme de la rue. Une nuit de janvier, par des températures glaciales, il était entré dans un supermarché pour se réchauffer. Il en était ressorti traîné de force, insulté, humilié. Le lendemain matin, on l'avait retrouvé mort dans une ruelle, gelé et portant des traces évidentes de coups. Depuis ce jour, Pierre avait fait 2 serments solennels. Premièrement, dans ses magasins, tout être humain serait traité avec dignité, indépendamment de son apparence. Deuxièmement, il trouverait les responsables de la mort d'Antoine et les ferait payer. Les déguisements servaient les 2 objectifs, lui permettant de tester l'humanité de son personnel tout en cherchant des indices sur cette nuit maudite. Ce matin-là, la cible était le supermarché des Champs-Élysées, le joyau de la couronne du Bois. 3000 mètres carrés de modernité étincelante qui générait 20 millions d'euros par an. Le directeur, Robert Moreau, se vantait d'avoir l'équipe la plus professionnelle de Paris. Pierre entendait le vérifier. En marchant dans les rues du centre, il adoptait la posture de celui qui s'excuse d'exister. Épaules tombantes, pas traînants, regard qui évitait le contact. Des années d'observation lui avaient appris que les sans-abri se déplacent comme des animaux traqués, toujours aux aguets, toujours prêts à être chassés. En franchissant les portes automatiques du supermarché, le contraste fut brutal. L'air chaud et parfumé, les lumières LED qui faisaient briller chaque produit, la musique d'ambiance étudiée pour inciter à la consommation. Les clients s'écartèrent instinctivement, créant un vide autour de lui, comme si la pauvreté était contagieuse. C'est alors qu'il la vit. Camille Laurent, caisse numéro 3. 28 ans de perfection artificielle. Cheveux blonds platine tirés en queue de cheval impeccable. Maquillage digne d'une couverture malgré l'heure matinale. Uniforme rouge qui semblait peint sur son corps tonique. Le badge avec son nom brillait comme un miroir. Pierre se posta près du rayon fruits, feignant de regarder les pommes, tout en étudiant Camille. Il remarqua immédiatement le double standard dans son comportement. Avec les clients respectables, elle était tout sourire et plaisanterie spirituelle, efficacité et courtoisie. Mais il suffisait que quelqu'un d'apparence modeste s'approche pour que le masque tombe. Elle se rétractait physiquement.
touchait les produits du bout des doigts, comme s'ils étaient contaminés, se nettoyait ostensiblement les mains au gel hydroalcoolique après chaque transaction suspecte. Il la vit humilier une dame âgée qui tentait d'utiliser des bons de réduction, proclamant à haute voix qu'ils étaient périmés et se délectant visiblement de l'embarras de la femme. Quand la pauvre se rendit compte qu'elle n'avait pas assez d'argent, Camille tambourina avec ses ongles vernis sur le comptoir, produisant un son rythmé calculé pour augmenter l'humiliation. « Caisse libre !» cria-t-elle par-dessus la tête de la femme, l'obligeant à ramasser ses courses et à s'éloigner les yeux vitreux. Le sang de Pierre bouillonna. Cette cruauté gratuite, ce plaisir sadique dans le pouvoir mesquin, lui rappelait trop les récits sur la nuit d'Antoine. Il décida que c'était le moment. Il prit une simple baguette et se dirigea vers la caisse de Camille d'un pas délibérément lent. Il voulait lui donner toutes les chances de se comporter avec humanité. Il n'eut même pas le temps de s'approcher du tapis roulant. Camille le vit arriver et son visage se transforma en masque de dégoût. Elle se leva de sa chaise, utilisant son propre corps comme barrière. La scène qui suivit fut théâtrale dans sa cruauté. Camille éclata d'un rire aigu et tranchant qui résonna dans tout le supermarché, attirant l'attention des clients et des collègues. Elle l'insulta ouvertement, le traitant de déchet ambulant et l'accusant de puer. Quand Pierre sortit un portefeuille usé mais contenant des billets valides, elle l'accusa immédiatement de les avoir volés. Le chef de la sécurité, Julien Martin, arriva en courant. Un colosse de 110 kilos, ancien videur, nouveau dans le job et désireux de faire bonne impression. Il saisit Pierre par le bras avec une force brutale, prêt à le traîner dehors. C'est à ce moment, alors que Camille se tournait pour savourer le spectacle, que Pierre vit le collier. Le monde sembla s'arrêter. Un pendentif en or, en forme de coq gaulois, avec de petits rubis pour les yeux. Identique dans chaque détail à celui que leur père avait offert à Antoine pour son diplôme. Une pièce unique, faite sur commande par un joaillier de la place Vendôme. Pierre revit son frère caresser ce pendentif pendant qu'il étudiait, un geste nerveux qu'il avait gardé pendant des années. Comment ce collier pouvait-il être au cou de cette fille cruelle? Il réussit à demander à Camille où elle l'avait eu avant d'être traînée dehors. La réaction de la fille fut immédiate et suspecte. Elle porta la main au pendentif avec un geste protecteur, les yeux qui se rétrécirent, d'abord avec suspicion, puis avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle cria à Julien de le sortir immédiatement. Alors qu'il était poussé dehors avec violence, Pierre leva les yeux vers le bureau vitré du 2e étage. Robert Moreau, le directeur, observait la scène. Leurs regards se croisèrent pendant un long instant. Sur le visage de l'homme passa une ombre. Reconnaissance? Peur? Puis il se tourna brusquement et disparut dans son bureau. Julien le poussa sur le trottoir mouillé avec une telle force que Pierre tomba, se salissant encore plus. Quelques passants s'écartèrent avec dégoût. Le garde le menaça d'appeler la police s'il revenait. Pierre se releva lentement, continuant son rôle jusqu'au bout. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Le collier d'Antoine au cou de cette fille ne pouvait pas être une coïncidence. Et la réaction de Robert Moreau confirmait des soupçons encore plus sombres. Il boita jusqu'à une ruelle où, après s'être assuré de ne pas être suivi, il sortit son iPhone de la poche cachée spéciale. Les mains lui tremblaient alors qu'il composait le numéro de sa femme Marie. Il avait trouvé la première vraie piste en 25 ans de recherche. Mais pourquoi ce collier était-il au cou de Camille Laurent? Et qu'est-ce que Robert Moreau avait à voir avec tout ça? La salle de conférence du siège Dubois palpitait de tension ce soir-là. 40 directeurs régionaux convoqués d'urgence murmuraient nerveusement entre eux. Personne ne connaissait la raison de cette réunion extraordinaire. Quand Pierre entra toujours habillé en clochard, une onde de choc traversa la salle. Robert Moreau, assis au premier rang, devint blanc comme un linge. Pierre le fixa longuement avant de commencer à parler, racontant son test sous couverture et l'humiliation subie. Mais quand il mentionna le collier, l'atmosphère dans la salle devint électrique. D'une voix contrôlée mais vibrante d'émotions réprimées, Pierre raconta l'histoire d'Antoine et de sa mort, une histoire que beaucoup ne connaissaient que partiellement. Puis il lâcha la première bombe.
Les recherches de l'après-midi avaient révélé que Camille Laurent était la fille de Jacques Laurent, le directeur du supermarché d'où Antoine avait été expulsé cette nuit fatidique d'il y a 25 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais Pierre n'avait pas fini. Documents en main, il révéla que Robert Moreau avait été le chef adjoint de la sécurité cette même nuit, complice direct dans le meurtre de son frère. Les enquêtes avaient également découvert que Robert et Camille géraient depuis des années un système sophistiqué de détournement de fonds qui avait soustrait plus de 300 000 € à l'entreprise. La salle explosa dans un chaos contrôlé quand Pierre montra les preuves sur un grand écran. Photos de réunions secrètes, documents falsifiés, témoignages de fournisseurs victimes de chantage. Un réseau de corruption impliquant 6 magasins de la chaîne. Robert, sous la pression insupportable des preuves et des regards accusateurs des collègues, s'effondra. D'une voix tremblante, il confessa l'inavouable. Jacques Laurent avait arraché le collier du corps d'Antoine, alors qu'il gisait mourant dans la ruelle, le conservant comme trophée de son premier grand succès managérial. Il l'avait ensuite légué à sa fille avec une fortune bâtie sur la corruption. L'horreur peinte sur les visages des présents était palpable. Certains se levèrent dégoûtés, d'autres jurèrent à voix basse. Pierre procéda avec une froideur chirurgicale. Licenciement immédiat pour Robert, Camille et 15 autres employés impliqués dans le réseau de corruption. Plainte pénale pour tous, réforme radicale pour garantir que de telles atrocités ne se répètent jamais. Mais avant de sortir, dans un geste qui surprit tout le monde, Pierre s'adressa une dernière fois à Robert. Il savait que l'homme avait un fils de 16 ans nommé Antoine, cruelle ironie du destin. Il promit de garantir au garçon une bourse complète pour l'université. Les péchés du père ne devaient pas retomber sur le fils. C'est ce qu'aurait voulu son frère. La pluie battante du lendemain matin semblait refléter le tumulte émotionnel qui agitait Paris après les révélations de la veille. Pierre était dans son bureau depuis 6 heures, examinant des montagnes de documents, quand son assistante frappa à la porte avec une expression perplexe. Camille Laurent insistait pour le voir, affirmant que c'était une question de vie ou de mort. La transformation de la fille était bouleversante. Sans maquillage, cheveux attachés négligemment, yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle tremblait sous son manteau trempé en serrant une enveloppe jaune, comme si sa vie en dépendait. D'une voix brisée par l'émotion, Camille révéla l'existence du journal de son père, trouvé après sa mort 3 ans plus tôt. Les pages jaunies contenaient une vérité encore plus terrible que ce que Pierre avait imaginé. Antoine Dubois n'était pas un simple sans-abri tombé en disgrâce. Il était un agent infiltré de la DGSI, infiltré pour démanteler un réseau de narcotrafic qui utilisait les supermarchés comme centre de distribution. La drogue arrivait cachée dans les cargaisons de produits tropicaux d'Amérique du Sud, une opération de millions d'euros impliquant le crime organisé. Le journal de Jacques Laurent révélait chaque détail de cette nuit. Quand Robert Moreau et ses complices découvrirent la véritable identité d'Antoine, ils n'appelèrent pas la police. Ce furent les hommes du cartel qui le battirent à mort dans la ruelle. Jacques avait tenté d'intervenir, mais Robert l'avait menacé. S'il parlait, il tuerait aussi la petite Camille, qui n'avait alors que 3 ans. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Camille ouvrit le pendentif du coq avec des doigts tremblants, révélant une puce cachée à l'intérieur. Jacques avait conservé le collier non pas comme trophée, mais comme assurance-vie. La puce contenait tous les documents de l'enquête d'Antoine. Nom, date, transactions, preuves qui pouvaient encore aujourd'hui faire tomber toute l'organisation. Tu aimes cette histoire Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Camille avoua que Robert l'avait embauchée spécifiquement pour la garder sous contrôle, sachant qu'elle possédait le collier. Elle vivait dans la terreur constante, forcée de jouer le rôle de la caissière cynique et cruelle pour ne pas éveiller les soupçons. Sa transformation en personne impitoyable avait été son armure, le prix de la survie.
Le téléphone de Pierre sonna avec urgence. Le chef de la sécurité l'informa que Robert Moreau et 6 autres managers avaient disparu pendant la nuit. Quelqu'un les avait prévenus. Le réseau criminel qu'Antoine avait tenté de démanteler 25 ans plus tôt était encore actif et dangereux. Camille implora la protection pour elle et sa fille Léa, à peine 2 ans. Robert l'avait menacée explicitement. Si elle révélait quoi que ce soit, il ferait à l'enfant ce qu'ils avaient fait à Antoine. Mais elle ne pouvait plus vivre dans le mensonge, pas après avoir découvert qui était vraiment Pierre. Les 2 semaines suivantes transformèrent l'élégant bureau de Pierre en bunker opérationnel. Des agents de la DGSI travaillaient coude à coude avec des détectives privés et des techniciens informatiques pour décrypter le contenu de la puce. Ce qui en ressortit dépassa les pires attentes. Le réseau criminel qu'Antoine avait découvert avait non seulement survécu, mais s'était répandu comme un cancer. Il impliquait désormais des dizaines de supermarchés dans 6 régions, mais aussi des restaurants de luxe, des hôtels 5 étoiles et même quelques succursales bancaires complaisantes. Un empire du mal construit sur le sang d'un héros oublié. Camille, transférée avec la petite Léa dans un lieu protégé, fournissait des détails précieux que seul un insider pouvait connaître. Elle racontait des réunions secrètes déguisées en conventions d'entreprise, des codes cachés dans les documents comptables, des menaces voilées et des chantages continus. La situation se précipita quand Camille reçut un appel sur son ancien téléphone, celui qu'elle avait laissé dans l'appartement désormais vide. La voix de Robert Moreau était calme, presque aimable, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Il savait où ils étaient. Si elle ne retirait pas son témoignage dans les 48 heures, Léa subirait le même sort qu'Antoine. Mais Robert avait commis une erreur, laissant échapper une référence cryptique à une lettre jamais ouverte, quelque chose que Dubois aurait dû lire il y a 25 ans. Pierre se souvint soudain, sa mère, avant de mourir, lui avait remis une enveloppe scellée en disant qu'Antoine lui avait demandé de la lui donner quand ce serait le bon moment. Il ne l'avait jamais ouverte, pensant que c'était juste des mots d'adieu. Les mains tremblantes, Pierre récupéra la lettre de son coffre personnel. L'écriture d'Antoine était encore nette sur le papier jauni. Le message était bref mais dévastateur. Il indiquait l'existence d'un coffre-fort à la Banque de France contenant des preuves que la puce ne pouvait pas stocker pour des raisons d'espace. Et un avertissement terrible. Il y a quelqu'un très haut placé qui protège ce réseau. Quelqu'un de la famille. Ne fait confiance à personne. Le contenu du coffre-fort fut comme un coup de poing dans l'estomac. Photographies, enregistrements, documents montrant des réunions secrètes entre les chefs du cartel et Thérèse Dubois, la sœur aînée de Pierre et Antoine, qu'il n'avait pas vue depuis l'enterrement d'Antoine. Thérèse, administratrice fiduciaire du patrimoine familial après la mort du père, avait utilisé les fonds de l'entreprise pour financer le narcotrafic. Antoine l'avait découvert et était devenu une cible. Sa sœur avait ordonné l'élimination de son frère. L'entrepôt abandonné de la banlieue parisienne semblait sorti d'un film noir. La structure en béton armé, autrefois florissante usine textile, n'abritait plus que des ombres et des secrets. Au centre de l'espace vide, éclairé par des lampes industrielles, Thérèse Dubois attendait avec le calme de celui qui a toutes les cartes en main. À 60 ans, Thérèse était toujours une présence imposante. Cheveux gris tirés en chignon parfait, tailleur noir, haute couture, bijoux discrets mais coûteux. À ses côtés, Robert Moreau et 6 hommes armés. Dans un coin, la petite Léa pleurait doucement, trop effrayée pour appeler sa maman. La rencontre entre frères et sœurs après 25 ans de silence était chargée d'électricité. Pierre et Camille étaient entrés comme exigés, apparemment seuls, tandis que des dizaines d'agents les entouraient invisibles dans l'obscurité. Thérèse parla la première, la voix froide comme l'acier. Elle raconta comment le père avait toujours favorisé les fils, ne lui laissant que les miettes de l'empire familial. Comment elle avait dû construire sa propre fortune en s'alliant avec ceux qui avaient le vrai pouvoir. Comment Antoine était devenu un obstacle quand il avait tout découvert. La confession coulait avec le naturel de celle qui ne ressent aucun remords. Antoine n'avait pas été assassiné parce qu'il était sans abri, mais parce qu'il avait osé défier un système plus grand que lui.
Sa mort avait été un message. Personne ne pouvait arrêter la machine que Thérèse avait mise en marche. Robert présenta les termes de l'accord avec la brutalité d'un bourreau. Pierre signerait le transfert de tous les supermarchés Dubois à une série de sociétés écrans. En échange, Camille et Léa survivraient. Quant à Pierre lui-même, un accident tragique était déjà planifié. Mais le plan parfait avait une faille fatale. De l'obscurité émergea Marie, l'épouse de Pierre, suivie du commissaire Durand et d'une équipe du raid. La trahison dans les yeux de Thérèse fut totale quand Marie révéla qu'elle avait enregistré chaque conversation des dernières semaines, qu'elle avait été la taupe qui avait permis de démanteler le réseau. L'arrestation fut rapide et précise. Les hommes armés se rendirent sans combattre face à la supériorité numérique. Robert tenta une fuite désespérée mais fut plaqué au sol. Thérèse, pour la première fois de sa vie, montra de la peur alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Camille courut embrasser Léa, les larmes se mêlant dans des pleurs libérateurs. L'enfant s'accrocha à sa mère, comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Marie s'approcha de Pierre, lui révélant la dernière pièce du puzzle. Elle n'avait jamais cessé d'enquêter sur la mort d'Antoine, soupçonnant que la version officielle cachait quelque chose. Quand Thérèse l'avait approchée, sous prétexte de cordialité, elle avait flairé la supercherie et commencé sa propre enquête parallèle. L'amour pour Pierre et la soif de justice pour Antoine l'avaient guidé à travers des années de collecte patiente de preuves. 6 mois après la dramatique nuit des arrestations, le soleil printanier illuminait les jardins de la villa Dubois, transformés pour l'occasion. Ce n'était pas une fête ordinaire. On inaugurait officiellement la fondation Antoine Dubois pour la dignité humaine, un projet qui changerait à jamais le visage de l'aide sociale en France. 200 invités se mêlaient entre les tables élégamment dressées, anciens sans-abri réintégrés dans le monde du travail grâce au programme de la Fondation, employés des supermarchés Dubois qui avaient embrassé la nouvelle philosophie d'entreprise, représentants des institutions, journalistes qui avaient suivi l'affaire avec passion civique. Camille Laurent était méconnaissable. La fille froide et cruelle de 6 mois auparavant s'était transformée en une femme à la beauté authentique, plus cachée derrière des masques de maquillage et de cynisme. En tant que directrice du programme social de l'entreprise, elle coordonnait avec compétence et passion les initiatives pour les plus démunis. À ses côtés, la petite Léa, maintenant 4 ans, jouait sereinement avec d'autres enfants, enfin libérés de l'ombre de la peur. Le procès qui avait secoué la France avait donné des résultats extraordinaires. Thérèse Dubois, condamnée à perpétuité, n'avait cédé que le dernier jour, s'effondrant en larmes et admettant que l'avidité l'avait transformée en monstre qu'elle ne reconnaissait plus. Robert Moreau, condamné à 30 ans, avait fourni noms et détails qui avaient permis de démanteler complètement le réseau criminel. 47 arrestations, la saisie de biens pour plus de 100 millions d'euros, la libération de dizaines d'entreprises du joug de la criminalité. Mais la vraie révolution s'était produite au sein de l'Empire Dubois. Pierre ne s'était pas contenté de purger les corrompus. Il avait repensé toute la philosophie d'entreprise. Chaque supermarché abritait maintenant le refuge Antoine, des espaces accueillants où chacun pouvait trouver abri, boissons chaudes, sanitaires dignes et surtout du respect. Les employés suivaient des programmes de formation innovants sur l'empathie et l'accueil, souvent animés par d'anciens sans-abri qui racontaient leurs histoires. Le programme d'insertion professionnelle était incroyable. 30% des nouvelles embauches provenaient de situations de marginalité. Ex-détenus, sans-abri, immigrés, personnes handicapées trouvaient dans les supermarchés Dubois non seulement un travail, mais une famille. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Ces employés étaient les plus motivés, les plus aimables avec les clients, les plus fidèles à l'entreprise. Pendant la cérémonie, on dévoila une statue de bronze qui serait répliquée à l'entrée de chaque supermarché. 2 figures, l'une aidant l'autre à se relever, les visages délibérément indéfinis pour qu'ils puissent représenter n'importe qui. À la base, une plaque avec une phrase simple mais puissante: « La dignité humaine n'a pas de prix », en mémoire d'Antoine Dubois. Le moment le plus émouvant arriva quand Antoine Junior, le fils de 17 ans de Robert Moreau, monta sur scène.
Le garçon avait légalement changé son nom de famille en Dubois, répudiant publiquement le père, mais embrassant l'héritage moral de l'homme qu'il avait contribué à assassiner. Pierre lui passa au cou le collier d'Antoine, désormais symbole de rédemption plutôt que de mort, dans une passation de flambeaux qui émut tous les présents. Marie prit la parole pour le dernier toast de la journée, rappelant comment l'amour et le sacrifice d'Antoine continuaient de vivre dans chaque geste de bonté, dans chaque main tendue, dans chaque regard qui voyait la personne au-delà de l'apparence. Le modèle Dubois se répandait dans toute l'Europe, avec d'autres entreprises adoptant des politiques similaires. Alors que le soleil se couchait, en teintant le ciel de rose et d'or, la petite Léa s'approcha de Pierre en lui demandant de lui raconter encore l'histoire de l'oncle Antoine. Et tandis que Pierre commençait à raconter, tous les présents s'approchèrent en cercle spontané. Car certaines histoires doivent être racontées et re-racontées pour que le mal ne l'emporte jamais et que l'amour triomphe toujours. 1 an plus tard, en entrant dans le supermarché des Champs-Élysées, les clients trouvaient un environnement complètement transformé. Non seulement physiquement, avec le refuge Antoine toujours animé et accueillant, mais spirituellement. Les employés souriaient sincèrement, aidaient avec une sollicitude authentique, voyaient en chaque client une personne digne de respect. La plaque à l'entrée disait « En mémoire d'Antoine Dubois, 1972-1999, architecte, héros, frère ». La vraie grandeur se mesure à la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour. Et chaque mardi, mystérieusement, des bouquets de fleurs fraîches apparaissaient sous cette plaque, apportés par des mains anonymes mais reconnaissantes. L'héritage d'Antoine vivait dans des milliers de petits gestes quotidiens, dans le sourire d'une caissière à un vieillard qui compte ses centimes, dans l'aide d'un vigile à un sans-abri qui cherche refuge, dans le respect d'un directeur pour le plus humble de ses employés. La révolution de la bonté avait commencé dans un supermarché parisien, mais elle changeait le monde, une personne à la fois. Car au final, c'était la leçon la plus précieuse. Tout être humain mérite dignité et respect. Les apparences sont toujours trompeuses, et parfois les plus grands héros sont ceux que le monde ne voit pas. Et l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Il se transforme, se multiplie, crée des familles là où il n'y en avait pas, transforme la douleur en espoir et l'injustice en rédemption. Si cette histoire t'a touché le cœur et t'a montré que chaque personne mérite le respect indépendamment de son apparence, mets un like avec toute ton émotion. La bonté peut changer le monde, un geste à la fois. Partage pour diffuser ce message puissant. Ne juge jamais sur les apparences, car derrière chaque visage se cache une histoire que nous ne connaissons pas. Abonne-toi maintenant pour d'autres histoires incroyables de justice, de rédemption et du pouvoir transformateur de la compassion humaine. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la dignité humaine n'a pas de prix.